Dans cette vidéo, nous allons parler des marqueurs de type RFLP. Marqueurs de type RFLP qui sont apparus vers les années 1980 après les marqueurs isoenzymatiques dont on a parlé dans les cours d'avant. Alors bien sûr, ces marqueurs RFLP, Restriction Fragment Length Polymorphism ou polymorphisme de restriction de fragments d'ADN, ils sont basés sur 5 étapes à peu près. 5 étapes. Dans la première étape 1 ici, extraction et purification suffisante de l'ADN. Extraction et purification suffisante de l'ADN, ça veut dire il faut que ça soit bien purifié notre ADN comme il est montré ici sur le schéma d'à droite. Deuxième étape, c'est une digestion de l'ADN pur, du DNA pur, par une enzyme de restriction reconnaissant des séquences de 3 à 9 nucléotides. Et on obtient des fragments de DNA. Ah oui, des fragments de DNA qu'on va, dans l'étape 3 ici, les séparer. Séparation des fragments de DNA par électrophorèse. Et puis, quatrièmement, il faut, pour pouvoir les révéler, il faut faire un transfert. Il faut les transférer, ces fragments de DNA, sur membrane de nylon ou de nitrocellulose. Et c'est ce qu'on appelle le Southern blotting. Transféré sur un autre support qui est différent du gel d'électrophorèse, si vous voulez. Et puis finalement, sur ce nouveau support, nitrocellulose ou nylon, il faut faire l'hybridation de ces fragments de DNA avec une sonde qui est marquée. C'est l'étape de l'hybridation. Alors évidemment, ce marqueur, pour pouvoir le réussir, il faut savoir le préparer, le purifier à partir d'une source précise, plante ou autre. Donc toutes ces choses-là, vous devez les connaître. Connaître aussi comment ça se fait la séparation par électrophorèse et toutes les choses qui vont avec. Maintenant, parlons des sources ou des origines du polymorphisme de type RFLP. Eh bien, sachez que vous avez deux origines qui sont derrière un polymorphisme de type RFLP, restriction lorsqu'on coupe l'ADN. D'abord, une origine qui a trait à ce qu'on appelle perte de site de restriction. Une perte de site de restriction, comme il est montré ici à ma gauche, où le site de restriction il est symbolisé ici avec une flèche verte tendant vers le bas et qui va reconnaître l'enzyme de restriction, ce site, et il va couper à ce niveau-là, au niveau des flèches vertes. Et supposons que nous avons deux individus, le A et le B ici, et qu'il y aura un polymorphisme en passant de l'un à l'autre. Ici, commençons par, à gauche, le polymorphisme de type perte de site de restriction. Perte de site de restriction due à une mutation ponctuelle, par exemple, parce qu'un site, c'est une séquence, tout simplement, de nucléotides, et lorsque vraiment un nucléotide, il manque, ou il apparaît, il va y en avoir une mutation, mais qui est ici ponctuelle. Alors ici, on utilise après électrophorèse pour la révélation après transfert sur nitrocellulose une sonde, probe, kashif, qui est marquée ici en rouge et qui va reconnaître les fragments d'ADN qui étaient coupés au préalable ici. Au niveau de A, on trouvera après coupure, regardez ici au niveau de A, bien sûr, deux fragments. À l'amorce, ou plutôt la sonde, il mord ici, à droite, il mord à gauche, et puis après, finalement, lorsque j'aurai l'hybridation avec cette sonde qui est marquée, labeled probe, je vais avoir deux bandes, dont une montrant un fragment d'ADN qui est de haut poids, et une pour le fragment B, où il n'y en avait vraiment pas de site de restriction, parce que ça a disparu, la flèche verte sur l'ADN. À ce moment-là, on va pas trouver de restriction de coupure, et on aura toujours un grand fragment d'ADN au niveau de B ici, mais qui a une taille beaucoup plus élevée. Donc ça, c'est l'origine qui est de type, ici, une perte d'un site de restriction, mais qui à l'origine va donner
si vous voulez, une seule bande au lieu que ça soit deux lorsqu'il y a présence de ce site. Et on peut imaginer un peu l'inverse, ça veut dire lorsqu'il y a gain d'un site de restriction, on va passer vraiment à une coupure et ainsi de suite. Mais de A à B, on a perdu un site de restriction, ça veut dire on a diminué sur le côté de fragment d'ADN, on n'en a maintenant qu'un seul fragment ici. L'autre origine, sont des dilutions ou des délétions, pardon, qui sont de type insertion-délétion. Insertion-délétion, soit qu'on insère un fragment de DNA, soit qu'on va vraiment déléter ou enlever un fragment d'ADN. Alors ici, on va donner le cas pour l'individu B à droite, regardez à droite, au niveau de 3 ici, je vais rajouter un fragment d'ADN, insérer ici, fragment d'ADN au niveau de 3, mais la répercussion sur l'ADN de B, ce que cet ADN qui était 1 ici, au niveau de A, avec cette longueur ici, il va devenir beaucoup plus grand cette fois-ci parce qu'on l'a allongé, on a rajouté un peu de nucléotide du vent parce qu'il y en a une insertion, et à ce moment-là, il va donner automatiquement une bande qui aura un PM qui sera beaucoup plus élevé, une masse un peu plus élevée, et qui va rester un peu décalée vers le haut. Et chose qui se passe au niveau de B. Vous avez au niveau, donc, je répète, de A, uniquement deux bandes, la 1 et la 2, bien sûr, mais lorsque je passe à B, je vais avoir, bien sûr, au niveau de 1, de l'emplacement 1 ici, au niveau de A, il va y en avoir l'emplacement 3 qui est cette fois-ci beaucoup plus grand, et à ce moment-là, ça donne un fragment qui est beaucoup plus lourd, qui a tendance à rester vers le haut. N'est-ce pas? Et puis après, pour le fragment 2, qui était l'individu A, il est maintenant 4, et il va rester comme il l'était. Parce que ça n'a pas changé du tout. Ça, c'est un polymorphisme d'insertion. Mais on peut regarder un peu la chose à l'envers. Lorsqu'on part de B vers A, on va, si vous voulez, perdre. C'est une délétion. Lorsqu'on va de A à B, c'est une insertion. Quels sont les avantages et les inconvénients des marqueurs de type RFLP? Comme vous le savez, chaque marqueur a des inconvénients et des avantages, et il n'y a pas vraiment de marqueur idéal. Alors, comme avantage pour les marqueurs de type RFLP, c'est le fait qu'ils sont codominants. Ils sont codominants, à savoir que les traits qui apparaissent au niveau de l'hybride, ils reflètent ceux des parents mâles et parents femelles. Et à ce moment-là, on peut les proposer pour la détection d'hybrides, parce que tous les traits parentaux, ils s'expriment au niveau de l'hybride, et à ce moment-là, on ne se trompe pas lorsqu'il s'agit de l'usage de marqueurs qui sont dominants. Ce risque est toujours présent de confusion entre parents mâle-femelle et les descendants. Ce caractère qui est avantageux pour les RFLP est aussi retrouvé au niveau des marqueurs isoenzymatiques, les marqueurs isoenzymes dont on a parlé précédemment. Alors, concernant maintenant les inconvénients des marqueurs RFLP, il y en a deux. En gros, d'abord, il faut qu'il y ait nécessité d'un DNA pur. Vous devez travailler sur un ADN qui est suffisamment pur, bien purifier votre ADN, comme il est montré ici à droite sur cette image, et cet ADN il est susceptible d'être donc coupé par des enzymes de restriction, mais s'il est entaché vraiment de choses qui gênent cette coupure phénol ou protéines, ça va être très difficile à couper et on peut arriver à des erreurs. Et après, deuxième inconvénient, c'est le fait aussi de la nécessité d'un transfert sur membrane de nylon en nitrocellulose, obligatoire lorsqu'on aura terminé l'électrophorèse sur gel, et il est obligatoire de faire le transfert sur membrane, ce qu'on appelle le Southern blotting. Et ça prend du temps, et la technique, elle est dite lourde à ce moment-là, très difficile à réaliser,
parce que les gourds montent sur le côté ton, timing, malgré qu'il y a un avantage beaucoup très important pour la codominance de cette marqueur.